bataille pour chasser en meute. Donc on est un peu sur le même sujet. Sur le même sujet. Et pour en parler, je vais appeler Julien Fischer, Jérôme Leca, Arnaud Ponce et Olivier Mousson, qui vont se prêter à l'exercice de dire des choses brillantes, de manière concise, pertinente et claire. Voilà, c'est le cahier des charges. Bonjour messieurs. Je vais faire une annonce très importante pour le Wi-Fi, parce qu'on est nombreux. Saint-Malo, il n'y a pas le T à la fin, c'est pour ça. Et je ne dirai rien d'autre, parce que c'est ça, c'était très intéressant. Bien. Bien, merci pour cette précision d'importance. Donc, comment réorganiser l'action économique et mettre nos champions en ordre de bataille pour chasser en meute? Comment retrouver nos parts de marché? Bien, finalement, on est un peu dans la logique de la table ronde précédente. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Alors, Jérôme, vous êtes présenté, ça y est. Je pense qu'on peut zapper. On peut zapper. Donc, Olivier Mousson, je suis Malouin d'abord, c'est important ici. Et puis, j'étais à la Cour des comptes aussi avec Claude Revel, j'ai fait du cabinet ministériel, c'est un peu moi qui suis à l'initiative des pôles de compétitivité. Et puis je suis également président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, association qui a été créée en 1801, du temps de Surcouf, par Bonaparte, avec l'idée, et ça rejoint le thème, qu'il fallait d'abord aller dans les territoires et puis associer le public, le privé, la formation, les scientifiques, les entrepreneurs. Si on voulait faire vivre une industrie, puisque c'était le début de la révolution industrielle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi, et certains ont dit que c'était le premier acte d'intelligence économique en France, à rattraper un peu les Anglais sur le plan industriel. Voilà. Et puis pour terminer sur la présentation, je suis également conseiller régional, donc je m'intéresse également de voir comment ça se passe au niveau régional. On n'a pas beaucoup parlé, en tout cas depuis que je suis arrivé, mais c'est important également, les territoires, c'est les communautés de communes et les régions, et il y a de l'argent et il y a de l'information à récupérer dans ces territoires. Merci beaucoup. Arnaud Ponce, je dirige Digital New Deal, qui est un think et do tank. Think tank, on participe à la création d'un cadre de confiance par la régulation. On est à l'origine de l'amende de 2,5 milliards contre Google Shopping, de la taxe GAFA, voilà, pour les choses concrètes. Et le do tank, qui est là pour créer des écosystèmes de confiance avec les enjeux de coopération. Et on y viendra justement sur les solutions, parce que c'est dans le cadre du do tank que l'on peut, et je sais que Bertrand y tient, parler d'actions auxquelles on peut mener des actions concrètes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc Julien Fischer, donc moi je suis responsable du pilotage de la performance des achats au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc on a parlé beaucoup de commandes publiques ce matin, donc je vais tenter modestement et en très peu de temps d'essayer d'apporter, on va dire, des réponses à ces interrogations. En quelques mots, c'est quoi la performance achat de l'État aujourd'hui? Et donc mon rôle est bien entendu de pouvoir le décliner avec mes équipes dans l'ensemble du ministère de l'Intérieur. On parle de questions justement de performance économique, bien entendu, mais ça ne veut pas dire à moindre coût, ça veut dire que ce soit dans le temps long. Le deuxième point, bien entendu, sur les questions sociétales et environnementales qui perturbent aujourd'hui aussi pas mal l'écosystème, on va dire, des entreprises, notamment dans les réponses aux appels d'offres. Le troisième point qui est l'innovation, qui est très important, et là il y a vraiment pas mal de solutions sur lesquelles on peut apporter grâce à la commande publique. Et le dernier point, un peu la thématique de ce jour, parce que c'est aussi un axe prioritaire au niveau de l'État aujourd'hui par rapport à la souveraineté, bien entendu, de la commande publique. Et donc du coup, on va pouvoir peut-être partager les quelques actions qui sont possibles. Voilà. Écoute, tu as la parole, je propose de te la laisser. Très bien. Non, en fait, non, parce qu'on a un petit peu échangé rapidement, mais effectivement, ça fait des années qu'on parle de la commande publique comme levier principal de la souveraineté. On voit que ça progresse gentiment. Pour autant, lors de nos échanges, tu disais, il y a une véritable complexité, une véritable difficulté à répondre aux appels d'offres. Donc on va partir de très bas. C'est-à-dire, tu dis, globalement, les Allemands, les Anglais, tout le monde est bon pour répondre. Nous, on est un peu
y a deux. Bon, on va reprendre du coup effectivement le schéma. On va dire. Je pense que c'est important de pouvoir être pragmatique et je vais essayer de l'être et d'être concis. Déjà, le premier point, il faut pas oublier que les appels d'offres et la commande publique, c'est fait avant tout pour répondre à des besoins des opérationnels, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou que ce soit dans les autres ministères ou une collectivité territoriale. Donc déjà, ça part de ce sentiment de besoin. Ça, c'est déjà le premier point. On en a parlé tout à l'heure, ce juste besoin, parce que des fois, on achète quelque chose et on va potentiellement utiliser que 5% en fait, de la capacité. Donc notre juste besoin, c'est de pouvoir l'identifier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, dans l'appel d'offres aussi, ça demande une ingénierie vis-à-vis des acheteurs publics. Et il faut aussi le dire, c'est une profession qui reste jeune encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le code de la commande publique date de 2019, on va dire, en France. Et c'est quand même toute une mécanique aussi, une ingénierie à mettre en œuvre. Avec les problématiques RH aussi, de recrutement, parce que les acheteurs privés et les acheteurs publics, forcément, ce n'est pas les mêmes grilles. Et donc, du coup, il y a aussi des difficultés pour pouvoir monter en compétences et pouvoir recruter, du coup, ce type de profil. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, on va dire, le mécanique et l'ingénierie, donc on pourra revenir sur quelques thématiques après, mais je voudrais continuer le fil, c'est la réponse, on va dire, des entreprises aux appels d'offres. Ça aussi c'est important parce qu'aussi il y aura un travail éducatif également à faire, peut-être dans les écoles, vis-à-vis des entreprises, comment répondre à un appel d'offres public. Ça paraît basique, mais sauf que c'est la réalité. Je parlais tout à l'heure à la pause d'une petite anecdote et je tiens à la partager avec vous. On a réussi à faire, on va dire, un appel d'offres pour faire un dispositif assez innovant, où par des dispositifs on a la chance de pouvoir choisir telle ou telle entreprise. Donc il y avait 2 entreprises en compétition, une entreprise étrangère et une entreprise française. L'entreprise étrangère a répondu point par point aux exigences de l'appel d'offres, traduit en français sans aucune faute d'orthographe, pour faire simple, point par point. Il ne faut pas oublier que l'appel d'offres ne se décide pas sur votre solution, mais sur la réponse au cahier des charges. Et le deuxième point, on va dire, qui a été aussi triste malheureusement, mais l'entreprise française nous a envoyé sa plaquette commerciale en anglais. C'est une anecdote peut-être assez forte, marquante, mais qui prouve aussi l'effort pédagogique que nous devons faire aussi au sein des sociétés et des entreprises françaises dans le domaine pour pouvoir répondre aux grands ordres d'ordre, comme on dit, on va dire, de l'État en grande majorité. Donc ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup de cette introduction. Et je voulais vraiment qu'on commence par ça, parce qu'avant de rentrer effectivement dans des schémas directeurs et autres plans quinquennaux, revenons un peu à la base, c'est-à-dire répondre sur un appel d'offres. Et Jérôme, je vous voyais réagir là-dessus. Donc, en tant que... Ouais, je veux bien réagir là-dessus. Alors d'abord, en préambule, le ministère de l'Intérieur est un de nos clients, donc visiblement, on a réussi à travailler ensemble. D'ailleurs, le cas de la gendarmerie nationale aussi, et était cité plus tôt le ministère de l'Éducation nationale aussi. D'abord, répondre à un appel d'offres, ça coûte cher. Évidemment, nous, on a construit des bases de données pour répondre à des appels d'offres parce que tout le monde nous pose plus ou moins les mêmes questions. Nos bases de données, elles sont en anglais puisque 75% de notre business est à l'étranger. Et du coup, je peux comprendre que parfois, les commerciaux vont à la simplicité. Ils ont tort, mais j'imagine très bien comment ça se passe. Bon, maintenant, je vais vous dire, vu d'une petite entreprise, on est bientôt une PME, on va passer à la moyenne, ce qu'on voit au niveau de l'État en France, c'est que pour les grands appels d'offres, la plupart des appels d'offres ne sont pas écrits pour les entreprises qui fournissent des solutions de technologie. Elles sont écrites et envoyées pour des ESN. Et c'est aux ESN d'assembler les technologies. Comme dans l'appel d'offres, il n'y a aucune spécification sur le fait que les technologies assemblées doivent être françaises, les ESN, elles vont travailler avec les entreprises avec lesquelles elles travaillent le plus, mondialement, donc des entreprises américaines. Et nous, en fait, on n'a pas eu accès à nombre d'appels d'offres qui ont eu lieu ces 5 dernières années, en particulier dans le domaine de la stratégie cloud au centre de l'État. On n'a même pas eu accès parce qu'on ne pouvait pas y répondre directement et les ESN nous ont excusés. Oui, Arnaud. Oui, juste sur ce point, c'est vrai qu'il y a, encore une fois, on ne revient pas sur ce qui se passe ou sur le passé. C'est vraiment construire l'avenir maintenant. On a bien conscience de la capacité, on va dire, et de simplification vis-à-vis de la commande publique là-dessus. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Il n'y a pas de sujet, on va dire, ce matin là-dessus, sur cet effort, sur ce temps long, moyen-long terme, justement, pour accompagner aussi les acheteurs publics, justement, à se professionnaliser dans ce type de démarche. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose où que je reviendrai peut-être, il y a aussi toute cette notion de plan de progrès aussi à aller. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des solutions qui ne sont pas souveraines.
On sait que demain, si on fait un appel d'offres où on met, on va dire, certaines conditions, on l'a dit tout à l'heure, on sait qu'on va éliminer de fait des entreprises pourtant françaises, mais qui vont vers la souveraineté. Comment on aide, on va dire, dans le temps, on va dire aussi ces entreprises? La commande publique le permet aujourd'hui à travers des plans de progrès, à travers des choses sur lesquelles on peut progresser pendant toute la totalité, on va dire, de l'appel d'offres sur les 4 années. Et sur ça, on va dire, sur lesquels on a des leviers d'action qui peuvent être assez importants pour arriver, par exemple, on a parlé du label ce matin au niveau du SACNUCloud. Voilà, l'objectif, pourquoi pas, on sait que vous ne l'avez pas au début, l'objectif, ça sera de vous les amener au bout des 4 ans. Donc ça peut être des choses sur lesquelles la commande publique peut aussi également agir. Olivier? Alors, pour aller dans le même sens, mais dans un autre domaine, en tant que conseiller régional, on donne des subventions, des commissions, voilà, et il y a pas mal d'argent à récupérer. Le problème, c'est que les entreprises ne sont pas équipées pour répondre à ces appels d'offres également de subventions, si bien que l'argent n'est pas utilisé. Ouais. Et s'il est utilisé, si jamais il gagne, généralement, ça va à 30-40% pour des cabinets de conseil qui essayent de traduire le langage administratif dans le langage de l'entreprise. Et là, il y a la partie en ligne. Voilà. Tout à fait. Pardon. Alors, ce qui est vrai au niveau régional, au niveau national, est encore plus vrai au niveau européen. C'est-à-dire que le problème que l'on a, c'est que on se plaint beaucoup. Donc, je vais essayer d'aller direct à l'essentiel pour qu'on rentre dans les sujets d'action. C'est qu'on rentre dans une décennie qui est très importante. Ce matin, on s'est posé la question pourquoi on a foiré, en un mot. On l'a résumé, on était naïf et on n'avait pas de stratégie. Donc, on est sorti de la naïveté. Il faut remercier l'Europe, excusez-moi, mais DSA, DMA, DGA, AI Act, Cyber Act, tout le package réglementaire qui arrive, on peut s'en plaindre, mais il est fort. Il vient siffler la fin de la récré avec les big tech. On a enfin un cadre qui va permettre de sécuriser un écosystème de confiance qui est là où on peut s'exprimer la souveraineté technologique et numérique. Ça y est, c'est fait, ça rentre en action, etc. Mais c'est un game changer, la régulation. C'est fait pour que justement on crée les conditions d'un marché unique européen de la data notamment. Et c'est là que ça se joue. Et là, en général, la France, on n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'au moment où il faut se mettre en ordre de marche, aller chercher l'argent, se coordonner pour proposer des solutions, on est aux abonnés absents. Donc il y a un train qui est en train de passer. C'est vraiment le train de la décennie. Soit on monte dedans, on est monté dedans, je ne vais pas dire qu'on n'est pas monté dedans, on est monté dedans, mais on est en train de se battre parce qu'on est en seconde classe pour passer en première. Il ne faut pas se battre pour ça, il faut se battre pour aller à la locomotive devant et diriger ce train. L'Allemagne aujourd'hui n'est pas son meilleur. L'Allemagne a une vision antinomique de la souveraineté numérique qui est celle de la France. Elle est contre l'autonomie stratégique, on l'a vu sur d'autres sujets, notamment l'énergie. Il faut le dire aussi pourquoi, parce que les Allemands exportent. Donc quand ils prennent un hyperscaler, eux c'est une garantie d'exporter et d'avoir le marché américain ou Alibaba chinois. Donc il faut se mettre à leur place, c'est leur intérêt stratégique. La France doit arrêter de se plaindre, doit prendre le lead de l'Europe, imposer ses valeurs, franciser l'Europe, entre guillemets, pour que derrière on puisse européaniser le numérique face à l'américanisation du numérique depuis 20 ans. Concrètement, là, on rentre dans une décennie où il va y avoir des dizaines de milliards d'euros de commandes publiques. Ce pas des subventions, pas des commandes publiques de l'Europe. Les Français ne répondent pas aux appels d'offres. Ils ne répondent pas. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Nous, le doutant que c'est notre rôle de créer des consortiums, il y a un appel d'offres qui s'appelle Simple, 150 millions d'euros pour faire une infrastructure de partage de données. Donc là, on parle de choses concrètes. Les Allemands ont créé un consortium. Évidemment, ils savent faire ça. Mais le consortium, à la fin, qui va bénéficier? Les hyperscalers. Donc moi, j'ai été voir Bercy. Et je leur ai dit, mais il faut qu'on ait un consortium européen, mais qui défende l'autonomie stratégique, notre vision stratégique française. Ouais, mais non, parce qu'en fait, dans le consortium allemand, il y a 2-3 Français, donc c'est bon, etc. Donc on s'est battu, on a créé un consortium, on a été chercher, avec des gens dans la salle comme Quentin, on a été chercher Orange, DocaPost, OVH, donc Clevercloud, les étrangers, Telefonica, on a monté un consortium de 15 pays différents, et ben on a fini devant les Allemands. Et donc les Américains. Donc c'est possible. Bravo. Voilà. Donc il faut arrêter, il faut se mettre en ordre de marche. Je vais résumer en un mot, la décennie, c'est la décennie de la coopération. Il faut qu'on arrive à chasser en motte, il faut réussir à créer des consortiums. Et il y a un énorme... On en a très bien parlé ce matin avec Sébastien, il est où Sébastien notamment le chantier des data space, qui est là où les filières doivent apprendre à travailler ensemble, à créer des consortiums, à partager les données, imaginer de nouveaux business models et, in fine, évidemment,
donner les moyens d'une IA qui défende nos valeurs. Enfin, de bonnes nouvelles. Hein. Oui, là, je trouve. Ça fait... Et cette remarque est très intéressante parce qu'effectivement, on le voit surtout sur la préparation, on va dire, des appels d'offres au niveau européen. Nous, aujourd'hui, on agit vraiment en phase amont sur les données, on va dire, sur le côté des innovations, on va dire, vis-à-vis des programmes, notamment Horizon ou d'autres. Et on voit qu'il y a énormément de choses qui se décident, en fait, en phase très, très, très amont, on va dire, des consortiums qui se prêtent, parce que là, il y a des subventions, justement, pour innover, pour faire de la R&D, et après, derrière, aboutir à des appels d'offres, comme vous avez répondu. Sauf qu'effectivement, la majorité, on va dire, des acteurs économiques français, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à aussi les stimuler, pour répondre aussi ensemble, comme vous l'avez dit, mais aussi il faut qu'il y ait des structures aussi peut-être en phase amont qui arrivent à repérer les écosystèmes, on va dire, et les briques technologiques qu'on pourrait mettre bout à bout pour justement arriver à un besoin réel d'un grand ministère ou de l'Europe ou ce type d'appel d'offres. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça manque réellement, on va dire, cette capacité à pouvoir justement créer cet écosystème, on va dire, et qui d'ailleurs, il faudra faire la passerelle aussi entre les écosystèmes, parce que quand on parlait de l'agriculture tout à l'heure, dans le domaine de la sécurité, il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes. Donc il faut aussi qu'on arrive à créer justement cette passerelle, préparer avant. Nous, notre responsabilité, c'est aussi de donner de la visibilité aux entreprises, parce qu'une fois que l'appel d'offres tombe, c'est pas évident forcément d'y répondre quand on le découvre tout de suite, mais vraiment avoir ce travail aussi pédagogique en amont, de bien sourcer, de bien être capable d'identifier, on va dire, les technologies existantes et de pouvoir justement mettre bout à bout les briques nécessaires à répondre aux besoins du ministère ou au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est important de pouvoir monter également avec nous, parce qu'on a du mal parfois, le ministère de l'Intérieur, à récupérer les entreprises françaises pour monter des consortiums. D'accord. Et pour rebondir sur l'un et sur l'autre, évidemment, il faut des consortiums pour pouvoir répondre aux appels d'offres de subventions. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à travailler ensemble pour proposer des produits complets et compétitifs. Scality s'est associé avec Eviden et Atempo, on a annoncé il y a une semaine, pour offrir une offre de backup de bout en bout avec le hardware français, parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas d'offre. Et ça a été un an de travail de faire ça, juste de s'associer, de travailler ensemble pour avoir une offre. Et je pense qu'il y a énormément de potentiel entre entreprises de taille moyenne française, avec les grandes aussi, pour travailler et avoir des offres de bout en bout. D'accord. Ouais, vous pouvez applaudir. Hein. C'est vrai que le rôle des ESN est quand même important parce que le maître mot derrière tout ça, c'est l'intégration. Oui. C'est-à-dire que la force des hyperscalers, c'est que leur offre est intégrée, bundléisée, donc des offres liées, même juridiquement, il y a encore des choses à dire. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est ça l'intérêt. Donc, comment est-ce que la multitude devienne force, c'est quand on a la capacité à intégrer. Donc il faut un intégrateur, c'est souvent les ESN, je pense que ça va le rester. Typiquement, je ne l'ai pas cité, mais pour Simple, c'est Soprasteria qui a le lead et qui du coup est l'intégrateur. Mais derrière, il faut profiter de ces commandes, de ces appels d'offres européens pour constituer cette offre intégrée qu'on appelle l'infratech, que justement il y ait une offre de bout en bout de tous ces acteurs qui puissent être packagés ergonomiquement, commercialement, technologiquement, juridiquement, de telle manière à ce que je suis chez Clever Cloud, je suis chez OVH, je suis chez n'importe qui, j'ai les mêmes options que chez AWS, et derrière avoir un one-click payment, une facture, voilà, c'est ça l'enjeu au final. D'accord. Tu peux réagir ? Oui, Fabrice, il y a aussi deux points aussi qui est important et j'aimerais y revenir. C'est aussi être en capacité de pouvoir créer nos propres règles. C'est-à-dire que quand on va à l'Europe ou ce type de choses, aujourd'hui, dans les comités notamment AFNOR, au niveau de la normalisation, il y en a beaucoup sur l'achat public et l'achat durable. Aujourd'hui, il faut qu'aussi on soit en capacité de créer, on va dire, les propres règles, on va dire, qui va s'appliquer. Ça, c'est un premier point qui est vraiment essentiel. Et même les normes techniques vis-à-vis des entreprises, il faut que vous aidiez aussi les structures étatiques à pouvoir siéger, on va dire, dans ce type de comité. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on est un peu esseulé. Quand vous avez un Français face à 15 Japonais ou 15 Australiens, forcément, c'est pas évident de défendre, on va dire, les positions françaises et européennes. Parce qu'eux, ils viennent avec leurs entreprises et ils viennent justement avec ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir le signaler. Après, sur le côté très pragmatique aussi des choses, sur le volet commande publique, j'aimerais quand même vous citer, on va dire, l'article qui permet aujourd'hui potentiellement de faire de la souveraineté, on va dire, dans le domaine numérique ou autre. Donc c'est l'article
T112-4, notez-le si vous voulez le lire, qui permet à un acheteur public aujourd'hui de pouvoir imposer des moyens utilisés pour exécuter un marché, je vous le cite, comme vous l'avez bien entendu vu, pour maintenir ou moderniser des produits acquis. Donc ça c'est important, parce que ça veut dire qu'on ne part pas de zéro, qui est localisé sur le territoire de l'UE pour des considérations environnementales et sociales, assurer la sécurité de l'information. Donc ça, c'est un point important. Et aussi des approvisionnements. Donc on voit aujourd'hui qu'on a quand même un arsenal aujourd'hui. Vous pondérez ça avec des notes, on va dire des considérations environnementales, avec le côté carbone aussi des entreprises, où on est très bon en France sur ces domaines-là. Vous vous doutez bien qu'on a quand même les arsenals aujourd'hui juridiques pour pouvoir agir. C'est pas ce qui manque. Il faut juste les utiliser, les connaître. Ça, c'est le premier point. 2, les utiliser. Et troisième point, avoir le courage aussi de les utiliser. Parce que vous savez qu'en droit aussi français, par rapport aux transpositions, on va dire, du droit européen, donc notamment la directive de 2014, on va dire vis-à-vis de la commande publique, transposée en droit français, il faut savoir qu'en France aussi, on a mis le level un peu plus haut que nos amis et nos homologues européens, notamment sur la responsabilité des pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire celui qui signe en bas, à droite, le marché. Donc en fait, ces responsables-là, aujourd'hui, en France, sont pénalement responsables quand il y a un problème. Donc c'est-à-dire que si la règle de la concurrence et pas respecté, c'est du pénal potentiellement après derrière pour eux. Alors que leurs homologues, on va dire européens, dans la majorité des cas, c'est du civil. Et ça fait quand même pas mal de différences d'un point de vue juridique. C'est clair. Est-ce que vous voulez réagir à ces... Attends, on va aller... Monsieur. C'est vraiment le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs publics, lors des choix, lors de la commande publique, vont avoir peur du juge. Donc comment est-ce qu'on contourne ce problème? Parce que c'est l'une des raisons de la frilosité, c'est-à-dire que les nouvelles dispositions que vous mettez en place, je ne pense pas qu'elles percolent dans le reste, notamment au niveau des collectivités locales. Donc comment est-ce qu'on contourne ce problème du juge, en fait? Contourner le problème du juge va être un petit peu difficile quand même, ça je vous cache pas, ça c'est possible même, mais néanmoins... il n'y a plus de... Si, c'est bon. Donc sur ce point-là, il faut être bien conscient que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est quand même sur un dispositif où on a une génération, on va dire, avec des habitudes de travail. On ne va pas changer en une semaine. Vous vous doutez bien les méthodes aussi qui ont été faites. Donc ça, il faut arriver à justement le disséminer dans les collectivités, bien entendu, mais aussi même au sein de l'État aujourd'hui, où il faut qu'on arrive justement à l'ensemble des acteurs, on va dire, de la fonction achat public, puis justement prendre en compte ces dimensions. Comment on se protège de ça ? Mais justement, on se protège en jouant avec nos propres règles, c'est-à-dire que l'on aura potentiellement définies, mais qui sont déjà existantes, notamment sur les considérations environnementales et sociales, où là, il y a vraiment un vecteur, on va dire, juridique assez intéressant, parce que quand je vais imposer dans un appel d'offres, on va dire que pour répondre à ce besoin, vous allez devoir prendre, on va dire, une personne qui est éloignée de l'emploi. Vous vous doutez bien que pour une entreprise qui est à l'autre bout de l'Europe ou qui est hors UE, ça va être quand même un petit peu plus difficile. Donc il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent à ces responsables-là d'être juridiquement couverts en cas de problématique. Et il y a plein de jurisprudence dans le domaine au niveau européen. Alors, juste une remarque, est-ce que vous parliez du carbone, aujourd'hui, il y a, en plus des contraintes que tu as évoquées, c'est vrai que les contraintes, tout ce qui est RSE, CSRD, etc., enfin, j'ai l'impression qu'on se rajoute un peu des strates de complexité en France, justement, face à nos amis européens et nos amis d'outre-Atlantique. Est-ce que ça, finalement, c'est pas non plus un véritable frein à ces réponses d'appel d'offres et à l'obtention de la masse critique pour la création de consortiums pour répondre à l'appel d'offres et surtout pour les industriels? Bon. Je ne sais pas si les entreprises peuvent peut-être plus répondre si c'est une contrainte. Aujourd'hui, en tout cas en France, et ça on le sait, et ça il faut quand même aussi le signaler, on est quand même aujourd'hui, le dernier rapport justement de l'UE là-dessus, les entreprises françaises sont situées 4e quand même au rang européen, et ceux qui sont devant nous, c'est les pays scandinaves qui sont très loin, bien entendu, sur ce type de politique publique. Donc on peut quand même aussi féliciter les entreprises françaises qui font vraiment un effort significatif vis-à-vis de leur politique RSE. Maintenant, il faut que justement dans nos politiques publiques aussi vis-à-vis des appels d'offres, il ne faut pas oublier qu'en 2026,
toutes les consultations publiques, tous les appels d'offres devront avoir au moins une considération environnementale et sociale. C'est une obligation légale demain pour les collectivités comme pour l'État. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel parce que je pense que ça peut être un marqueur de différenciation justement vis-à-vis des autres entreprises européennes et internationales. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir ce double avantage, on va dire, un peu concurrentiel, quelque part, que vont pouvoir avoir avec la perception de la valeur que va pouvoir avoir les entreprises et les produits créés. Je ne sais pas, pour répondre spécifiquement autour du RSE, Scality a une démarche RSE propre à l'entreprise et indépendante des appels d'offres. On ne le fait pas pour les appels d'offres, on le fait pour être des bons citoyens en tant qu'entreprise. On vient de recevoir la médaille Silver en bon français, médaille d'argent d'Ecovadis, donc on fait bien notre boulot, du coup c'est pas un problème. Par contre, je pourrais pointer en matière de normes et régulations. C'est incontestable qu'il y a plus de régulation en Europe et en France, et que paradoxalement, les grandes entreprises américaines sont très rapides à être aux normes imposées en France, et que ça nous est plus dur à nous, petites entreprises. Et je me rends compte en fait que nous, on a moins de problèmes avec les régulations américaines aux États-Unis. Il y a un moins qui s'impose à nous que ce qu'on nous demande en France. Oui, c'est un peu le sous-jacent de ma question sur les RSE. Donc on a bien compris qu'il y avait un changement de mentalité, c'est-à-dire que de s'allier, se regrouper pour gagner des marchés, ça c'est arrivé. Ça on l'a compris. Mais est-ce pour autant aujourd'hui qu'il faut recréer un peu des verticales d'agrégats d'entreprises systématiquement, donc revenir un peu dans ces logiques, on va créer l'écosystème machin, l'écosystème truc, la filière bidule, le secteur truc. Alors d'abord, c'est pas forcément par filière, parce que c'est intra, et donc c'est transfilière, c'est-à-dire que lorsque vous montez par exemple un data space, pour parler des choses concrètement, vous allez chercher des acteurs technologiques et des acteurs qui vont être sur certains use cases, qui vont être déterminants sur le paiement, sur je ne sais quoi, ce qui fait que quand vous allez créer en fonction des cas d'usage, vous allez créer un data space européen avec des acteurs qui ne sont pas forcément des compétiteurs à vous. Mais c'est vrai que le préalable à tout serait logique de commencer par les data space de filière, ce qui est le cas aujourd'hui à travers Simple, GaiaX, etc., qui est le cadre de réflexion de gouvernance. Et là, une fois de plus, on a très peu de secteurs qui investissent. Il y a le secteur du tourisme, dont on est acteur. Il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur, bon, je ne vais pas les citer, mais on a un gros retard sur les Allemands. Les Allemands ont par exemple un data space qui s'appelle Catena-X avec les acteurs de l'automobile. Ils ont quand même un budget de 250 millions quand le plus gros en France est à 50. Donc ça prouve une fois de plus que... alors pourquoi ils sont en avance ? Parce que comme ils ont cette culture de chasseurs en meute, en fait ils avaient le consortium qui était préexistant. Ils ont rajouté un X à la fin pour faire plaisir à la Commission. Et justement ils sont allés chercher des financements européens. Mais comme ils avaient déjà sur l'industrie 4.0 depuis 10 ans commencer à réfléchir sur les enjeux de data en disant pour exporter demain, comment est-ce qu'on va structurer notre filière, comment on va partager les données entre les acteurs, les prestataires, les acteurs extérieurs sur certains cas d'usage, etc. Ce qui fait que quand est arrivé le cadre européen, la réglementation, puis maintenant les marchés, eh bien ils ont déjà structuré leur filière. Donc, une fois de plus, la France doit vraiment se mettre en ordre de marche. Moi, je sais que j'ai des réflexions avec le MEDEF, notamment, où on essaye de sensibiliser les entreprises. Je prends un exemple concret. C'est quand même fou que le retail, parce qu'on est quand même un secteur où on est très très fort, Carrefour, Leclerc, etc. Un secteur comme le retail devrait être hyper mobilisé, devrait déjà être en train de faire un data space, imaginer des use cases pour conquérir des marchés au niveau mondial, et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on a un problème alors là, du coup, je vais aller au cœur d'une des pensées du think tank, c'est qu'on a un problème en France, c'est qu'on n'a pas de stratégie data, je vous la fais très courte. On a une stratégie cloud, on a une stratégie IA, mais on n'a pas de stratégie data. On met un signe égal entre cloud et data. Ce qui fait que, et moi j'ai souvent cette discussion à Bercy, quand je leur parle de data sharing, des enjeux de data space, tous ces enjeux qui est là, le marché qui s'ouvre de dizaines de milliards d'euros, ils disent non mais c'est bon, on a une stratégie cloud. Je dis mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a vraiment cette culture de la data à développer, et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que des entreprises disent je vais devoir réfléchir à partager mes données, ma valeur avec des concurrents. Donc c'est tout un modèle à imaginer, et c'est de toute façon on n'a vraiment pas le choix parce que les données, soit elles sont partagées, soit elles sont centralisées. Et quand elles sont centralisées, on sait chez qui. Donc, Merci beaucoup. Alexandre.
Et il va nous rester 2 minutes. Donc ça passe très 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 vite. Donc, merci de ta concision. Ce que dit Arnaud est tout à fait fondamental. Je pense qu'une des difficultés d'imaginer des data space, c'était de comprendre pourquoi faire et avec quelle chaîne de valeur, quelle création de valeur. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, tout le monde est en train de comprendre qu'il n'y aura pas d'IA sans data. Et donc, tu parlais du retail, tu vois très bien que Carrefour, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'appeler le BCG, qui leur a monté un POC avec OpenAI pour faire un chatbot un peu plus intelligent pour que la ménagère, quand elle va faire ses courses, elle puisse dire bon, mais alors c'est quoi la recette de la tarte aux pommes et quels sont en fait les ingrédients qu'il faut que j'achète dans mon Carrefour. Mais maintenant, les usages en fait percolent à tous les niveaux et y compris les directions générales se rendent compte que on ne pourra pas faire sans l'intelligence artificielle. Et donc la dimension aujourd'hui des datasets prend en fait une résonance et une importance encore plus importante. Et résultat des courses, il devient encore plus essentiel de créer et de partager ces datasets. On se rend compte que par ailleurs, grâce à l'open source AI, on peut exploiter ces datasets, on n'est pas obligé d'être dépendant, et on est bien là dans le contexte souveraineté technologique, on n'est pas obligé en fait de passer par les grands LLM commerciaux et on peut entraîner des modèles sur des datasets spécifiques, encore faut-il en fait avoir accès à ces datas. Et là c'est en train de prendre en fait une lecture, un sujet en fait vraiment particulier. Bon, il faudrait avoir plus de temps pour aborder ce sujet-là, mais c'était juste pour souligner ça. Je voulais aussi dire 2 choses qui me paraissent importantes. Il faut absolument qu'on ait une vision de la souveraineté technologique plus positive. Rappelons-nous, il y a 10 ans, on ne parlait même pas de souveraineté. Enfin, il y a eu, en fait, on est passé de rien, et voire même c'était l'ennemi, la souveraineté, parce que c'était réservé à des partis politiques d'extrême. Bon, et donc c'est venu aujourd'hui dans le langage courant, mais pas seulement qu'en France. Partout en Europe. Et c'est-à-dire que c'est un vrai sujet de préoccupation. La preuve, le succès, cher Bertrand, de ton initiative Souveraineté Tech. Le fait qu'on réussisse en fait à avoir ce colloque-là. Et ça a plein en fait de conséquences pour tous les acteurs en fait que nous sommes. Le vrai enjeu que je vois, c'est cette capacité qu'on a à travailler ensemble et à se réunir. Alors juste, c'est l'information que je voulais partager avec vous. Ça fait des années que je travaille moi, sur la création d'un comité stratégique de filière industrie du logiciel. Ça va s'appeler finalement numérique de confiance et porté par Michel Paulin. Ça devrait... Le contrat de filière, et c'est contre vents et marées, parce que bien évidemment, il y a plein d'acteurs qui sont contre, parce que ça contrevient à l'intérêt des géants, ça contrevient à l'intérêt de tous ceux qui vivent de l'argent des géants, les ESN et compagnie. Et donc, bref, mais ça devrait être enfin signé au mois d'octobre par Bruno Le Maire. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, on va avoir un lieu là pour travailler ensemble, pour se retrouver, filière par filière, acteur par filière, et on va pouvoir en fait constituer ce dialogue, ces consortiums, ces chaînes de valeur ensemble. Et on le fera à l'échelle de la France. Et puis, il faut le faire néanmoins aussi à l'échelle en fait, de l'Europe. Et pour le coup, les Allemands sont favorables à travailler avec les Français. Moi, j'étais à Munich il y a 3 semaines de ça. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour travailler ensemble à cette idée d'un numérique européen, d'une 3e voie numérique. Et donc il ne faut pas bouder notre plaisir. Là. Il faut effectivement avancer ensemble en européen. Et le dernier point, et j'en arrête là, c'est que si vous voulez avoir des chiffres et des datas, on a fait travailler pendant plus de 6 mois en fait, une étudiante de Sciences Po et on a sorti en fait je crois un très bon travail. Commentez-le, dites-moi si c'est le cas, sur justement l'infratech souveraine. On a appelé ça plaidoyer pour une infrastructure pour une souveraineté numérique basée sur les logiciels libres, et c'est un vrai travail académique. Il y a énormément de références, énormément de pointeurs, énormément de chiffres, énormément de data. La jeune fille s'appelle Clarisse Buzolin, je tiens à la mentionner. C'est téléchargeable sur linagora.com. Voilà, faites-nous en fait un feedback. Il y a une note pour les décideurs en 5-6 pages pour ceux qui ne veulent pas dire les 110 pages. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Petite réaction, donc vous êtes prêt à travailler avec l'Allemagne Bien sûr. Non, c'est évidemment qu'on doit travailler avec les Allemands. Enfin, il n'y a pas d'Europe sans le couple franco-allemand. C'est simplement que dans le couple, il y en a un qui porte la culotte. Et sur le sujet du numérique, j'aimerais bien que ce soit nous. Voilà. D'accord. Un petit mot de conclusion, messieurs. Je suis désolé, le temps est passé très très vite. Donc, pour répondre à la question, comment on reprend les parts de marché ? Une phrase.
On s'allie, on se regroupe, on joue collectif? Coopération, un seul mot. Pas mieux? Pas mieux. Merci beaucoup.